Donc, au niveau de la flotation, donc, Lucille a présenté donc, les unités donc, qui fonctionnent en continu. Hein. Actuellement, donc, il existe beaucoup donc, de procédés donc, qui fonctionnent en discontinu, comme je l'ai présenté donc, tout à l'heure, avec une variabilité donc, au niveau des équipements assez importante, et notamment en termes de prix, en termes de coût des équipements, puisqu'on peut avoir des équipements qui vont de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Hein. Donc, évidemment, donc, il y a une forte différence hein, en termes de performance, sachant qu'au niveau de la flotation, donc, il y a quelques critères. Donc, il y a la dépéquinisation donc, qui a été soulignée par Lucie, mais le point important donc, au niveau technologique, c'est vraiment donc, la flotation donc, par microbulle, hein, et donc qui dépend des technologies de mise en œuvre de dissolution des gaz, de mise en œuvre des gaz. Hein, donc, ça dépend donc, des systèmes d'injection d'air, des pressions d'utilisation. Et donc, ça, en fonction des équipements, on peut avoir des performances très différentes. Également, donc, dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de caves qui ont des difficultés de maîtriser donc, cette flotation, notamment flotation en discontinu, hein, et en termes de fréquence d'échecs. Qu'est-ce qui peut expliquer donc, ces échecs? Bon, premier, donc, c'est la dépéquilisation. Donc, c'est sûr que si la dépéquilisation n'est pas faite dans de bonnes conditions, donc, on peut avoir on a des échecs systématiques. Hein, ça peut dépendre également de la chaîne de traitement, si on est en flash détente ou en MPC. Et le deuxième, un point important donc, qui n'a peut-être pas été souligné, c'est les aspects hygiène. Hein. C'est des mous qui sont très fermentescibles et dès que ça part en fermentation, donc, la flotation n'est plus du tout fonctionnelle, hein, à l'inverse d'un filtre rotatif qui peut absorber des mous qui commencent à fermenter en diminuant les débits. Voilà, globalement. Alors je pense qu'il y aura d'autres questions, mais peut-être qu'on les traitera directement tout à l'heure à la fin, parce que on va rentrer dans du conseil à ce niveau-là. Je pense que le moment est venu de passer à la table ronde, donc je vais appeler Bernard Molot, qui va nous présenter comme sujet d'actualité. On va rejoindre le deuxième module Écophyto. Christophe Pueyo va nous parler de la flavescence dorée. Xavier Delpuech va nous faire le point sur le bilan hydrique et les travaux. Et enfin, Dominique Solanet va nous présenter ce qu'il en est de l'actualité des vins bio. Bernard, honneur à Bernard Molot. Donc, Bernard, qu'est-ce que c'est le réseau Écophyto, Défi Écophyto? Alors, ce réseau des défis Écophyto, c'est en fait l'une des résultantes du plan Écophyto 2018, et notamment de l'axe 2, qui, si on devait le résumer, en fait, a pour objectif hein, le célèbre proposition, moins 50% de phyto à l'horizon 2018, si possible. Donc le but de ce réseau, c'est de servir cet objectif et notamment donc, de démontrer qu'une réduction des phytos est possible, d'expérimenter des systèmes innovants visant la réduction des phytos et dernier axe, évidemment, communiquer des références en la matière. Le nombre d'exploitations qui sont concernées et comment elles ont été éventuellement sélectionnées ou retenues? Alors, il y a eu une phase test qui a débuté en 2010, qui visait essentiellement à caler les méthodologies, et ce n'était pas la moindre des tâches. Le réseau défi a commencé essentiellement en 2010, 2009 phase test, 2010 phase test, 2011 nous avions environ 1200 fermes, toutes filières confondues, et dont 18 en viticulture. Et le deuxième afflux a eu lieu donc ce début 2012. Nous sommes maintenant à quasiment 2100 fermes, dont 38 réseaux viticoles, sachant qu'un réseau, c'est environ de 8 à 11 exploitations viticoles animées par un ingénieur réseau. Donc nous avons à l'heure actuelle à peu près 380 exploitations viticoles adhérentes au réseau. D'accord. Donc elles sont regroupées sous un ingénieur réseau qui va gérer un certain nombre d'exploitations et qui analyse ce qui se passe. Voilà, donc la démarche globale donc, qui est demandée aux ingénieurs réseau qui animent leur dizaine, grosso modo, d'exploitations, c'est de procéder en concertation avec le viticulteur à un diagnostic de son exploitation, c'est-à-dire quels sont ses objectifs, quelles sont les techniques mises en œuvre,
Et passer ce diagnostic initial, qui est incontournable et assez lourd d'ailleurs, c'est de définir en concertation avec le viticulteur un projet visant à réduire, autant que faire se peut, la consommation de phyto. Et à l'heure actuelle, disons, en étape intermédiaire, nous nous fixons, par exemple, un objectif d'environ moins 30% en 2013 pour espérer viser le moins 50 en 2018. Ceci par rapport à un IFT de référence régionale. Voilà, c'est par rapport à l'IFT de référence régionale. Alors, lequel est-il, par exemple, dans notre région ? Alors, de quelle région parlons-nous? Parce que là, effectivement, on met le doigt sur un problème qui me tient à cœur. Donc, l'IFT de référence, c'est l'indice de fréquence de traitement qui tient compte des doses apportées par rapport aux doses homologuées par hectare, etc. Donc, par exemple, en Languedoc-Roussillon, nous sommes aux alentours de pas tout à fait 13, alors que nous sommes en PACA à pas tout à fait 9, 8,8 pour être très précis, et qu'en Rhône-Alpes, nous sommes à pas tout à fait 18. Donc, si on prend un exemple que j'aime beaucoup, c'est de prendre le cas particulier d'une exploitation viticole dans l'enclave des Papes, qui dépend du département 84 et qui donc a un IFT de 8,8. Mais l'enclave des Papes étant dans le Vaucluse, dans le 26 dans la Drôme, donc de Rhône-Alpes, théoriquement on pourrait utiliser le 17,9 comme référence, donc laquelle choisir. Bon, ceci dit, en dehors du débat un peu ironique, il est clair que la définition des IFT références nous pose dans certains cas quelques problèmes. Car admettons que l'IFT de référence qui a été établi à partir de l'année 2006 en PACA, comme dans nos autres régions, soit effectivement de 8,8. Mon passé technicien me fait dire quand même que faire 50% sur 8,8, ça va être très difficile. Donc je pense que d'une part, il faudrait réactualiser ces IFT, et d'autre part, de toute façon, définir des techniques très performantes pour arriver à 50% dans ce cas-là. Mais il y a déjà des exploitations, des fermes qui sont très performantes, donc en fait elles servent de référence aux autres, et le niveau de technicité d'ailleurs d'une zone à une autre peut expliquer des références différentes. C'est effectivement l'une des difficultés non négligeables du réseau, parce que les fermes ont été, je dirais, choisies soit par l'ingénieur réseau, soit par la bonne volonté et l'intérêt des participants. Or, il est évident que qu'un viticulteur qui s'inscrit pour participer au réseau Défi Ecophyto est quelqu'un de motivé et qui, dans la plupart des cas, n'a pas entendu le plan Ecophyto pour progresser et faire des économies. Donc, en clair, nous avons, disons, un réseau qui est déjà très performant et lui imposer 50% d'économie ne sera pas forcément très facile. D'accord, donc il faudra avoir des réseaux le moins performants possible initialement, ou avoir une représentation statistique valable. C'est une façon de biaiser le problème. Oui, merci. Alors on ne va pas se fâcher avec le Grenelle. À propos des produits phyto, Christophe Pueyo, le problème de la flavescence qui reprend de l'actualité, donc elle est à recrudescence. Oui, je crois qu'on peut dire effectivement qu'on a observé en particulier sur 2011 une recrudescence de la flavescence dorée. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une évolution qui est identique sur l'ensemble du territoire concerné, vu qu'en Languedoc-Roussillon, nous avons la particularité, je dirais, pour rester neutre, d'avoir le plus grand vignoble en lutte obligatoire de France et probablement d'Europe, pour ne pas dire du monde. Hein, puisque malheureusement, donc, en Languedoc-Roussillon, depuis l'apparition de la maladie autour des années 80, 82 probablement, le premier impact, donc, on a aujourd'hui plus de 200 000 hectares qui sont en lutte obligatoire contre la flavescence dorée. Donc, vous avez un graphique qui vient de s'afficher qui matérialise non pas l'historique complet de la maladie, mais un certain nombre d'évolutions qui ont été observées depuis 1997. Donc, simplement pour illustrer les dégâts que cause cette maladie, d'abord, parce qu'effectivement, c'est une maladie qui est terriblement explosive, qui est terriblement destructrice, puisque vous voyez sur ce graphique que rien qu'en prenant les foyers qui ont effectivement été recensés, donc ce n'est pas forcément exhaustif ici, hein, on arrive à des estimations d'arrachage sur l'année qui dépassent 100 hectares de vignes. Donc c'est quand même des choses qui sont assez conséquentes, d'autant que ces chiffres-là sont dans des périodes où la lutte est déjà en place. Donc malgré une lutte active des viticulteurs, on a quand même des niveaux qui peuvent atteindre plusieurs dizaines, disons, d'hectares par an.
La lutte, ici, on voit qu'effectivement, lorsqu'elle est mise en place, elle finit par donner des résultats, même si c'est difficile, hein, parce qu'effectivement, on a observé au début des années 2010, des années 2000, une régression très sensible de ces arrachages. Mais après, on s'aperçoit que finalement, même si on a des périodes où on en parle moins, même s'il y a des périodes où on la voit moins, finalement, cette maladie est toujours présente au vignoble et n'attend qu'une possibilité de résurgence pour redémarrer. Alors ces possibilités de redémarrage, c'est relativement simple, hein, si on peut dire. De toute façon, pour maîtriser la flavescence dorée, il faut maîtriser le vecteur qui transporte la maladie et maîtriser la présence de souches malades au vignoble qui sont là en latence pour effectivement permettre à la maladie de se développer. Alors quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit, parce qu'après la pratique montre qu'effectivement, dès qu'on lâche la bride, on a des redémarrages. Alors ce n'est pas au même endroit, ce n'est pas en même temps, mais de toute façon, immanquablement, on a ces redémarrages. Et ce qui est tout à fait intéressant à regarder aussi dans ce cadre-là, c'est de voir effectivement la pression que mettent les viticulteurs sur l'arrachage des souches malades. Plus on a de souches malades et plus en général on est en difficulté, enfin, plus elles restent longtemps, plus on est en difficulté. Et de regarder la pression insecticide aussi qui est faite au vignoble donc, par rapport à la présence du vecteur de la maladie. Et quand on regarde les consommations d'insecticides au vignoble, je vous rappelle que pour la plupart du temps on a 3 traitements insecticides obligatoires sur l'ensemble du vignoble concerné. Mais on est très loin du compte et quand on observe pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans un recul de cette pression contre le vecteur, immanquablement, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on observe de nouveau une recrudescence de la maladie. Donc on a des phénomènes de vagues qu'on voit très bien ici, hein, qui sont très apparents. Alors aujourd'hui, la situation est grave mais pas désespérée, si on peut dire, hein, compte tenu des résultats qu'on affiche aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est absolument remettre une vigilance accrue sur ce problème-là et faire en sorte, effectivement, d'accroître la surveillance souches malades et vecteurs et de remettre en œuvre les mesures de lutte pour faire en sorte que ce pic qui est en train de se dessiner reste le plus bas possible. D'accord. Donc on remet en place le réseau et on réactive notre attention tous au niveau du vignoble. Sur une vigilance générale. Hein. Évidemment, je ne rentre pas, parce que vous comprenez bien que sur 200 000 hectares, il n'y a pas une situation homogène, évidemment, hein, mais globalement, c'est bien l'objectif qu'on doit poursuivre. Non, on peut dénoncer les mauvais cantons. Xavier Delpuech, le bilan hydrique. Alors là, c'est un thème qui revient. Où est-ce qu'on en est des travaux de l'IFV ? Oui, bonjour à tous. Donc vous savez sans doute qu'on travaille depuis plusieurs années sur des modèles de bilan hydrique en partenariat avec l'INRA. Donc c'est des modèles qui ont été développés depuis quelques années, qui permettent de simuler au cours du temps de manière dynamique donc la fraction d'eau disponible pour la vigne dans le sol en fonction de données météo et puis des caractéristiques de la parcelle. Donc depuis quelques années, il y a déjà des applications et un modèle qui est utilisable sur le terrain par notamment les chambres d'agriculture. Et qui sert à appuyer le conseil de terrain. Et aujourd'hui, on a souhaité utiliser ce modèle de bilan hydrique pour produire des cartographies à l'échelle régionale. Donc, il y a une diapo qui présente des exemples de cartographie. Alors, pour vous expliquer de manière très simple comment sont obtenues ces cartographies, donc on va s'appuyer sur un réseau de stations météo régionales qui est alimenté à partir des réseaux des partenaires régionaux. Et je profite de l'occasion là, pour les remercier, pour les citer. Ce sont la CH, le CIRAM, les chambres d'agriculture, la CAPL et le SDQPV pour la région Languedoc-Roussillon. Et ensuite, on va faire tourner le modèle de bilan hydrique sur chacun de ces données météo sur une parcelle virtuelle. Donc c'est une situation théorique. Et une fois qu'on a la donnée sur chaque point, on va ensuite interpoler entre les points pour avoir une spatialisation de la donnée et obtenir ces cartes que vous voyez à l'écran. D'accord. On a accès commun à ces cartes, on peut les consulter où, sur quel site, dans quels journaux ? Alors, ces cartes sont disponibles sur Internet, sur le site vignévin-lr.com. Donc, ce sont des cartes qui sont disponibles gratuitement. Il faut simplement s'inscrire sur le site Internet. D'ailleurs, ça vous donne aussi accès aux cartographies de modélisation des risques milieu et un certain nombre d'informations techniques. Je rappelle que c'est un site qui est co-géré en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture. Et tous ces travaux ont bénéficié, je profite aussi de l'occasion pour le rappeler,
de l'aide de la région Languedoc-Roussillon et des financements de l'Union européenne. Bon. Les évolutions futures? Alors, donc on a aujourd'hui des cartes qui ont été mises en ligne en courant de l'année 2011. Hein. C'était une année de démarrage de test. On va essayer d'avoir des cartes de fréquence un peu plus régulière. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi avoir l'historique des années précédentes, hein, pour pouvoir comparer l'évolution de l'année en cours par rapport à, par exemple, un millésime de référence. Ça permet aussi d'avoir une petite comparaison spatiale, hein, au niveau de la région. Et donc voilà, pour 2012, ça sera l'idée de mettre des mises à jour hebdomadaires, hein, puisqu'évidemment le bilan hydrique il évolue en cours de saison, et à partir du mois d'avril, hein, sans doute. Et à moyen terme, on espère aussi pouvoir utiliser des données plus précises, là, parce que vous voyez qu'on a un réseau qui est parfois parcellaire, voire lacunaire dans certains départements, d'utiliser des données plus précises à partir de données météo radar. Donc là, j'ai sorti une carte sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, où on a fait quelques essais pour faire cette cartographie du bilan hydrique à partir de données radar. Hein. Donc là, on a une carte qui est de manière spatiale beaucoup plus précise, avec une définition beaucoup plus fine. Et on voit beaucoup mieux les différences qu'il peut y avoir au niveau intra-régional. Voilà, pour donner quelques chiffres, ce type de carte, c'est 14 000 points, hein, alors que la carte précédente, c'était une quarantaine de points en fonction du réseau de stations météo. Donc ça, c'était au 7 novembre 2011, hein, donc elle date un petit peu, évidemment, la situation a évolué. Donc voilà, à l'avenir, on espère pouvoir proposer ce type de carte de manière aussi régulière. La difficulté n'est pas technique, puisque ces cartes-là, on sait les faire. Là, vous avez la preuve sous les yeux. C'est plus l'accès aux données météo qui est compliqué. Voilà. Mais enfin, les outils se développent et donc les agriculteurs, les exploitants vont pouvoir les consulter directement sur des sites. Voilà, et gratuitement. D'accord. Alors, le dernier point qu'on voulait faire, il concernait les vins biologiques et Dominique Solanet. Alors, il paraît qu'on fait des vins biologiques maintenant, ça y est? Ça y est. Donc, la réglementation est sortie début février, le 8 février exactement, et elle sera applicable à partir du 1er août 2012, donc pour les vendanges prochaines. D'accord. Donc, le premier point, c'est la réduction des doses de sulfite, de SO2 qu'on utilise. Oui. Alors, en fait, pour les doses de SO2, sur on va dire les vinifications conventionnelles, les doses maximales de SO2 total autorisées sont pour un vin rouge sec de 150 mg par litre, à 150 mg par litre, pardon, maximum, et pour un vin blanc ou un vin rosé, c'est 200. Pour les vins d'origine biologique, là, la dose va diminuer de 50 mg par litre. Pour les vins secs, donc sur un vin sec qui contient donc 2 grammes par litre de sucre résiduel maximum, la dose pour un vin rouge sera de 100 mg par litre et ainsi de 150 mg par litre pour un vin blanc ou un vin rosé. D'accord, ça reste gérable encore en cave. C'est gérable. Pour tous les vins dont les sucres résiduels sont supérieurs à 2 grammes par litre, là, la diminution ne sera plus que de 30 mg par litre par rapport aux doses autorisées en conventionnel. D'accord. Voilà. Alors, il va y avoir des modifications aussi dans les produits œnologiques. Est-ce que la liste des produits interdits, ou est-ce que je vais pouvoir la consulter, et à peu près en grande masse lesquels? Alors, évidemment, il y a pas mal de produits œnologiques qui ont été interdits. L'idée, en fait, le critère de choix de ces produits, ça a été d'utiliser le maximum de produits naturels, si possible d'origine biologique, s'il y a une disponibilité commerciale. Il n'y en a pas des masses sur le marché, il y en a quelques-uns. Il y en aura certainement de plus en plus. Et donc d'éliminer un maximum de produits de synthèse et tous ceux qui ne semblent pas strictement nécessaires. Comme par exemple, il y a plusieurs produits œnologiques peuvent avoir la même action œnologique. L'idée, ça a été d'en choisir, d'éviter ces doublons. Pour le phosphate diammonique et le sulfate d'ammonium, c'est le phosphate diammonique qui a été retenu. Alors pourquoi Parce qu'il est plus cher. Les choix ne sont pas toujours très compréhensibles, mais bon, c'est suite à des discussions et à la recherche d'un consensus. D'accord. Et ça veut dire quand même que ça va compliquer beaucoup les vinifications en blanc et rosé pour un certain nombre de pratiques qu'on avait tous dans les chais.
Non, parce qu'il reste quand même beaucoup de produits utilisables, hein, quand même. Il en reste. Alors, et les techniques physiques, elles vont être amenées à se développer dans ce contexte-là? Alors bon, les techniques physiques, il y en a beaucoup d'interdits, pratiquement toutes sont interdites. Bon, il y en a 3 notamment qui sont actuellement autorisées, qui vont être réévaluées d'ici le mois d'août 2015. Notamment bon, les traitements thermiques. Alors ces traitements thermiques sont déjà autorisés, mais sont déjà sujets avec le nouveau règlement à restriction, c'est-à-dire que c'est surtout au niveau de la température. La température de chauffage ne peut pas excéder 70 degrés, donc ce qui exclut la flash détente et la flash pasteurisation pour l'instant. Mais cette technique va être réévaluée, alors réévaluer, ça veut dire peut-être baisser le niveau de la température ou carrément interdire la technique. D'accord. Également, il y a ce qui va être réévalué, c'est l'osmose inverse pour l'auto-enrichissement des mous et les résines échangeuses d'ions pour la fabrication de mous concentrés rectifiés. Enfin, elles vont être réévaluées, elles sont autorisées. L'idée, c'est de fabriquer le maximum de mous concentrés rectifiés bio. Bon, il y aura une clause de révision, mais elle ne sera pas interdite. D'accord. Voilà, d'ici 2015. Donc, en pratique, les vins biologiques, ça y est, on peut en élaborer. Oui. Ça implique des modifications au niveau des ateliers, dans la manière de travailler, les intrants qu'on va utiliser. Oui, bon. Mais c'est quand même c'est faisable. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Maintenant, on est bien fixé sur les doses de SO2. Qui sont raisonnables. C'est faisable. Il y a quelques modifications au niveau des étiquettes, mais là, c'est à partir de la vendange prochaine. Donc, merci. On va lever la table ronde comme on est légèrement en retard. Vous m'excuserez d'avoir été extrêmement lapidaire dans les questions. Et on va appeler Bernard Engelras qui va venir nous présenter. Bernard, la charte des bonnes pratiques environnementales. Alors Bernard a en charge, vous auriez pu rester là si vous vouliez.